Corruption. Action et omission. La corruption dont il est question ici, cacher des choses dans le brouillard, est à mon avis intégralement liée à la tromperie, au mensonge pour le dire franchement, et surtout à l'aveuglement, un mensonge que l'on se fait à soi-même. Certes, les logiciens les plus rigoureux considèrent que l'aveuglement est une impossibilité. Ils refusent d'admettre qu'il est possible pour quelqu'un de croire simultanément une chose et son contraire. Les logiciens ne sont cependant pas des psychologues, et il leur a manifestement échappé, à moins qu'ils aient préféré ne pas en tenir compte, qu'ils pouvaient par exemple, à l'occasion, aimer et haïr en même temps certains membres de leur famille. En outre, le sens du terme « croire » n'est pas évident lorsqu'on aborde la croyance humaine, pas plus que celui de l'adverbe « simultanément ». Je peux parfaitement croire une chose aujourd'hui et une autre demain, sans que cela me pose le moindre souci, du moins à court terme. Et à de nombreuses occasions, il m'est arrivé de croire de façon presque simultanée en une chose et en son contraire, en lisant des copies d'étudiants de premier cycle dans lesquelles l'auteur affirmait une idée dans un paragraphe et son parfait contraire dans le suivant. Cela se produit même parfois dans une même phrase. Dans de nombreuses conditions ou circonstances, l'aveuglement peut théoriquement se produire. Des psychanalystes, Freud en tête, ont exploré le sujet. Freud était convaincu qu'une grande partie des maladies mentales était due au refoulement, que l'on peut raisonnablement considérer comme une forme d'aveuglement. À ses yeux, on a tendance à repousser involontairement nos souvenirs d'événements traumatisants dans les limbes de l'inconscient, où ils se sentent un peu perdus et cherchent à se faire remarquer comme des esprits frappeurs dans un cachot. Freud comprenait que la personnalité humaine n'était pas faite d'un bloc. Au contraire, elle est constituée d'une cacophonie informelle et fragmentée d'esprits qui ne sont pas toujours d'accord et qui ne communiquent même pas toujours entre eux. La réalité de cette affirmation va de soi, ne serait-ce que d'une façon simple. Nous pouvons réfléchir à des choses, simuler des actes ou des événements potentiels ou alternatifs, sans devoir aussitôt les mettre en application. La dissociation de la pensée et des actes est nécessaire à l'existence même de la pensée abstraite. Ainsi, nous pouvons parfaitement penser ou dire une chose et en faire une autre. Cela ne pose aucun problème lorsqu'on se contente de réfléchir avant d'agir, mais ce n'est peut-être pas une si bonne chose quand on promet ou prétend croire quelque chose et que l'on se conduit comme si on croyait tout autre chose. C'est une forme de tromperie, une disjonction de caractères, une contradiction entre différentes façons d'être. On lui a même trouvé un nom. D'après certains philosophes modernes, le fait d'affirmer une croyance, puis d'agir ou de s'exprimer d'une manière différente ou contraire, constitue une contradiction performative. Il s'agit, de mon point de vue, d'un mensonge implicite. Le fait d'avoir des croyances contradictoires peut également devenir un problème quand, tentant de mettre les deux en œuvre de façon simultanée, on découvre souvent, à sa plus grande déception, le paradoxe qui rend impossible une telle tentative. Freud a dressé un inventaire approfondi des phénomènes comparables au refoulement. Le rejet actif de la conscience d'un matériel psychologique, potentiellement conscient, qu'il a qualifié de mécanisme de défense, on y trouve le déni. La vérité n'est pas si terrible. La formation réactionnelle. J'aime vraiment, vraiment ma mère. Le déplacement. Mon patron me crie dessus, je crie sur ma femme crie sur le bébé mord le chat. L'identification. On me brutalise, alors j'ai envie de devenir un tyran. La rationalisation. Une explication égoïste pour un acte de mauvaise qualité. L'intellectualisation. Le mécanisme préféré de Woody Allen à ses débuts. La sublimation. Je pourrais peindre des femmes nues, nuit et jour. Et la projection. Je ne suis pas susceptible, c'est toi qui es agaçant. Freud était un remarquable philosophe de la tromperie. Il n'avait pas peur de souligner la relation entre la malhonnêteté et la psychopathologie. Néanmoins, ses idées sur l'aveuglement sont, d'après moi, victimes de deux erreurs importantes. Première erreur. Il a manifestement échappé à Freud
que les péchés par omission contribuaient autant, si ce n'est plus, à la maladie mentale que les péchés par action énumérés plus haut et qui constituent le refoulement. Ce faisant, il se contente de réfléchir comme tout le monde. Les gens croient généralement qu'il est en moyenne pire de faire activement quelque chose de mal, c'est le péché par action, que de ne pas faire passivement quelque chose de bien, c'est le péché par omission. Sans doute est-ce dû au fait qu'il y a toujours quelque chose de bien que nous ne faisons pas. Il est par conséquent inévitable que nous commettions des péchés par omission. Quoi qu'il en soit, l'aveuglement volontaire produit encore parfois des drames plus graves, plus facilement rationalisés que le refoulement actif ou inconscient de quelque chose d'épouvantable, mais qui est compris. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un péché par action, car il est connu. Le premier problème, l'aveuglement volontaire, se produit lorsque l'on peut apprendre quelque chose, mais que l'on décide de s'arrêter pour éviter de découvrir une chose que l'on ne veut pas savoir. Les conseillers en communication qualifient cette ignorance que l'on s'impose de façon délibérée le déni plausible. Une expression qui trahit une rationalisation intellectualisée d'ordre extrêmement pathologique. Notons qu'un tel aveuglement est souvent considéré comme un crime. En tant que PDG par exemple, si vous soupçonnez votre trésorier de falsifier les comptes et ne menez aucune enquête parce que vous refusez de savoir, vous pouvez toujours être reconnu coupable du fait de votre inaction. Refuser de regarder sous le lit quand vous soupçonnez fort qu'un monstre y est tapi, ce n'est guère une stratégie recommandée. Seconde erreur. Freud partait du principe que ce qui était vécu était compris. Conformément à cette hypothèse, il croyait qu'il existait quelque part dans notre esprit une trace de souvenir qui représentait fidèlement le passé tel un enregistrement vidéo objectif. Ce serait une supposition raisonnable si notre vécu n'était composé que d'une simple succession d'événements objectivement réels qui allaient de soi, transmis par nos sens, réfléchis et évalués avant d'être mis en pratique. Si c'était le cas, compte tenu de sa nature comprise mais épouvantable, l'expérience traumatique serait représentée avec précision dans notre mémoire et serait même poussée à notre connaissance par des mécanismes inconscients ou conscients, même si Freud penchait pour le premier. Toutefois, ni la réalité ni notre traitement de la réalité ne sont aussi objectifs ni exprimés aussi clairement que Freud le présupposait. Imaginez que vous ayez été délaissé sentimentalement davantage que ce n'était supportable durant plusieurs mois par votre conjoint ou votre conjointe. Puis, vous le ou la voyez pencher par-dessus la clôture, discutant amicalement, et sans doute pas plus que cela, avec votre séduisant voisin ou votre séduisante voisine. Notre façon de traiter une expérience aussi anormale, nouvelle, pénible, voire traumatisante, est rarement une question de perception suivie d'une réflexion et d'une compréhension consciente, puis d'une émotion ou d'une motivation découlant de cette réflexion, avant un éventuel passage à l'action. Au contraire, ce qui se passe s'apparente davantage à ce que nous avons vu en détail dans les règles 1 et 2. Nous traitons l'inconnu de bas en haut, nous recevons des paquets d'informations, pour ainsi dire, dont l'importance ne nous est pas automatiquement évidente. Donc, en voyant votre conjoint discuter avec le voisin, vous ne vous dites pas, sous une forme philosophique parfaitement articulée et pleinement développée, « Mon conjoint m'a délaissé durant des mois et je me suis senti seul, même si je ne suis pas entré dans les détails, c'est à l'origine d'une grande frustration et d'une non moins grande souffrance. Et voilà qu'il, ou elle, me met devant le fait accompli en se montrant extrêmement chaleureux avec une inconnue, alors qu'il ne m'a prêté aucune attention ces derniers temps. Il est plus probable qu'à chaque rejet, la colère, la douleur et la solitude se soient accumulées en vous peu à peu, jusqu'à ce que vous en ayez par-dessus la tête, n'attendant plus qu'une goutte pour déborder. Cette soudaine apparition d'une émotion négative ne signifie pas nécessairement que vous avez entièrement pris conscience de son accumulation. Il se peut très bien, comme dans le cas de mon beau-père ou de ma patiente, que vous ayez progressivement accumulé assez de frustration
pour être continuellement de mauvaise humeur, irritable et malheureux, mais cela ne signifie pas pour autant que vous en avez repéré la cause. Et quelle est-elle? L'éventail des possibilités est désagréablement vaste. Peut-être ne vous ignore-t-on pas du tout, mais avez-vous des problèmes au travail, ce qui se traduit chez vous par un manque d'assurance croissant. Vous êtes par conséquent désormais sensible à tout signe de rejet, même imaginaire au sein de votre couple. Ce qu'il vous faut donc déterminer, ce n'est pas pourquoi votre mari ou votre femme n'est plus attentif à vous comme vous le souhaiteriez, mais quel élément vous déstabilise avec votre patron, vos collègues ou dans votre carrière. Cela met la cause de votre gêne relativement loin des symptômes. Le sentiment de rejet, qui vous rend irritable et sensible, vous agace et vous blesse. Dans ce genre de cas, il n'y a rien d'évident entre la cause et les effets, et c'est un problème très commun. Peut-être vous déleste-t-on vraiment comme vous le soupçonnez. Peut-être s'agit-il du signe d'une liaison imminente et d'une manifestation de la trajectoire qui mène au divorce. Ces deux problèmes, s'ils sont avérés, sont très sérieux. Inutile de se demander pourquoi vous êtes contrarié, mais il se peut que vous demeuriez obstinément réticent à l'idée que votre carrière ou votre couple soit en danger. Et ce n'est guère surprenant, mais ce n'est pas constructif. Pour couronner le tout, il y a la complexité générale de l'existence qui contrarie toute quête de clarté. Réfléchissez à la question. Que s'est-il réellement passé? Disons, dans une séparation, un divorce et une bataille pour la garde des enfants. La réponse est si complexe qu'il faut souvent une évaluation judiciaire et multipartite pour régler les désaccords. Quand bien même il est peu probable que les deux protagonistes aient l'impression que toute la vérité a été faite. C'est en partie dû au fait que les événements et les relations humaines ne sont jamais des faits simples et objectifs, indépendants les uns des autres. La signification de ces événements, les informations qu'ils représentent réellement, dépend de leur contexte, dont une grande partie n'est disponible ni à votre perception, ni à votre considération au moment où ils se produisent. La signification de ce que dit une femme à son mari aujourd'hui dépend de toutes les paroles qu'ils se sont échangées, de tout ce qu'ils ont fait ensemble et du contenu de leurs imaginations respectives. Et ce n'est là qu'un aperçu de sa complexité. Cette signification peut même dépendre de manière importante de la façon dont, par exemple, la mère de l'épouse a traité son père ou dont sa grand-mère a traité son grand-père, et des relations entre les hommes et les femmes dans la culture au sens large, toutes ayant des effets inconscients ou implicites sur la situation ou la discussion présente. Raison pour laquelle les disputes conjugales dégénèrent souvent, notamment chez les couples qui n'ont jamais mis en place de modèle de communication efficace et continu. Une chose mène à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce que la dispute qui avait éclaté sur la taille des assiettes débouche sur une guerre où tous les coups sont permis, où l'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux que le couple se sépare. C'est certainement la crainte de tomber dans ce genre de piège, je le répète surtout lorsqu'il y a énormément de non-dits, qui pousse à garder ses griefs pour soi alors qu'il vaudrait mieux les exprimer. Qu'est-ce que le brouillard? Imaginez que vous avez peur. Vous avez une bonne raison. Vous avez peur de vous, des autres, du reste du monde. Vous êtes nostalgique de l'innocence du passé, du temps où vous n'aviez pas encore appris les choses épouvantables qui ont fait voler en éclats la confiance qui caractérisait votre enfance. Les connaissances que vous avez acquises sur vous, sur les autres, vous ont aigri au lieu de vous illuminer. Vous avez été trahi, blessé, déçu. Vous êtes devenu méfiant, même envers l'espoir, les vôtres ayant été anéantis à plusieurs reprises, ce qui est la définition même du désespoir. Vous n'avez aucune envie d'en savoir davantage. Évitons de nous intéresser à ce qui est entouré de mystères. Évitons aussi de trop réfléchir, ou de réfléchir tout court, à ce qui pourrait être. Quand l'ignorance est une bénédiction, après tout, pourquoi vouloir en savoir davantage?
Imaginez plus précisément que vous ayez si peur que vous vous interdisez de savoir ce que vous souhaitez. Savoir signifierait également espérer, et vos espoirs ont été douchés. Vous avez des raisons de vouloir vous complaire dans votre ignorance. Vous avez peur, peut-être, que rien ne vaille la peine d'être désiré. Que si vous spécifiez avec trop de précision ce que vous souhaitez, vous risquiez de subir, trop nettement peut-être, un échec. Vous craignez que l'échec, de votre part, soit l'issue la plus probable. Enfin, vous redoutez qu'en échouant après avoir défini l'échec, vous découvriez sans l'ombre d'un doute que c'est vous qui avez échoué et que c'est votre faute. Alors, vous vous interdisez de savoir ce que vous souhaitez. Vous y parvenez en refusant de réfléchir. Vous êtes parfois heureux, satisfait et occupé, et parfois malheureux, frustré et nihiliste. Mais peu vous en importe la raison, parce qu'alors vous sauriez, et vous auriez tous les problèmes que nous venons d'évoquer, d'espoirs anéantis et de déceptions confirmées. Vous avez également peur, mais pour différentes raisons, de permettre à d'autres de savoir ce que vous voulez. Premièrement, s'ils découvraient ce que vous voulez, ils pourraient vous le dire et vous l'apprendriez, alors que vous faites tout pour ne pas le savoir. Deuxièmement, s'ils le découvraient, ils pourraient vous le refuser, ce qui vous blesserait encore plus que si vos désirs les plus profonds, et par conséquent vos vulnérabilités, demeuraient secrets. Le brouillard qui les dissimule est avant tout un refus de prendre en compte vos émotions et vos motivations, d'y prêter attention lorsqu'elles surgissent et de les communiquer, aussi bien à vous qu'à vos proches. Être de mauvaise humeur, cela signifie quelque chose. L'angoisse et la tristesse signifient également quelque chose, et il y a peu de chances que cela vous plaise. En fait, d'expérience, je sais que l'articulation réussie d'une émotion inexprimée au fil du temps se termine le plus souvent par des larmes, l'aveu de sa vulnérabilité et de sa souffrance, qui sont aussi des sentiments que les gens n'aiment pas s'autoriser, surtout lorsqu'ils sont méfiants et furieux. Qui a envie de creuser dans les profondeurs de sa souffrance, de sa peine et de sa culpabilité jusqu'aux larmes? Le refus volontaire de prêter attention à ces états émotionnels n'est pas la seule chose qui nous empêche de les gérer. Si votre femme ou votre mari, ou toute autre personne avec qui vous êtes malheureusement empêtré en ce moment, dit quelque chose qui s'approche un peu trop d'une vérité douloureuse, une remarque sèche ou insultante les fera souvent taire. Il est donc fort probable qu'il y soit fait appel. C'est une sorte de test. La personne insultée est-elle suffisamment concernée par votre souffrance pour surmonter quelques obstacles afin d'atteindre l'amère vérité? C'est aussi, en partie et de manière plus évidente, une manœuvre défensive. Si vous parvenez à éloigner quelqu'un d'une chose que vous souhaitez garder secrète, cela vous rend la vie plus facile dans l'immédiat. Malheureusement, si cette défense se révèle efficace, vous serez déçu, et elle s'accompagne généralement d'un sentiment d'abandon, de solitude et de trahison. Néanmoins, vous n'en devrez pas moins vivre avec d'autres individus et eux avec vous. Et s'ils sont inexprimés et vagues, vous avez malgré tout des désirs, des envies et des besoins. Vous êtes toujours motivé pour les assouvir, ne serait-ce que parce qu'il est impossible de vivre sans. Votre stratégie dans ces conditions. Montrez votre déception chaque fois qu'un de vos proches vous rend malheureux. Autorisez-vous le luxe et le plaisir de la rancœur lorsque quelque chose ne va pas dans votre sens. Faites en sorte que la personne qui vous a offensé soit marquée par votre désapprobation. Obligez-la à découvrir avec autant de difficulté que possible ce qu'elle a fait précisément pour vous décevoir. Enfin, laissez-la chercher à tâtons dans le brouillard que vous avez généré autour de vous jusqu'à ce qu'elle trébuche et se blesse sur les bords aiguisés de vos préférences et de vos rêves secrets. Peut-être ces réactions sont-elles également des tests associés au manque de courage et de confiance. Si tu m'aimes vraiment, tu affronteras le terrible paysage que j'ai déployé autour de moi et tu tenteras de découvrir qui je suis véritablement. Peut-être y a-t-il même quelque chose de valable dans cette riposte.
Tester l'engagement de l'autre peut avoir son utilité. Tout n'est pas gratuit, mais même un petit mystère inutile peut aller très loin. Et il vous faudra encore vivre avec vous-même. À court terme, peut-être votre refus de bien vous faire comprendre vous protège-t-il de la révélation de vos insuffisances. Chaque idéal est un juge, après tout. Un juge qui dit « Vous ne manifestez pas votre véritable potentiel ». Pas d'idéal, pas de juge. Mais le prix à payer est l'absence de but. C'est un prix élevé. Pas de but, alors pas d'émotion positive, car la majeure partie de ce qui nous fait avancer sans perdre espoir est le fait d'approcher d'un objectif que nous nous sommes fixés. Pire, quand nous n'avons aucun but, nous sommes gagnés par une angoisse chronique très envahissante, car le fait de se focaliser sur un objectif contraint a, sinon de grandes chances d'être un chaos insupportable de possibilités non exploitées et d'un trop grand choix. Si vous levez toute ambiguïté sur ce que vous souhaitez, et si vous vous engagez à atteindre votre but, vous allez peut-être échouer. Mais si vous restez vague sur ce que vous voulez, vous allez forcément échouer. Vous ne pouvez pas atteindre une cible qui n'existe pas. Pas plus que si vous ne visez pas. Et, tout aussi risqué, vous ne bénéficierez pas de l'avantage d'avoir visé, mais de l'inconvénient d'avoir échoué. Vous ne profiterez pas des leçons que l'on tire inévitablement d'une déconvenue. Pour réussir ce que l'on entreprend, il faut souvent essayer, rater sa cible, ajuster son tir, en tenant compte du nouveau savoir douloureusement acquis en échouant. Puis, réessayer, rater de nouveau, et recommencer indéfiniment. Parfois, tout ce que nous apprenons grâce à nos échecs nous pousse à comprendre qu'il vaudrait mieux viser dans une autre direction. Non pas parce que ce serait plus facile, non pas parce que vous auriez abandonné, non pas parce que vous fuyez l'obstacle, mais parce que vous avez appris, grâce aux aléas de votre expérience, que ce que vous cherchez ne se trouve pas où vous regardiez jusqu'alors, ou simplement que ce n'est pas accessible de cette façon. Alors que pourriez-vous faire? Que devriez-vous faire au lieu de cacher des choses dans le brouillard? Acceptez vos sentiments. C'est très difficile, et cela ne signifie pas simplement qu'il faut leur céder. Premièrement, il est gênant de constater, sans parler de communiquer, une colère mesquine ou une souffrance due à la solitude, une angoisse à propos d'une broutille ou une jalousie probablement injustifiée. La reconnaissance de n'importe lequel de ces sentiments est un aveu d'ignorance, d'insuffisance et de vulnérabilité. Deuxièmement, admettez la possibilité que vos sentiments, si envahissants et convaincants soient-ils, puissent être déplacés et, dans votre ignorance, vous indiquent une mauvaise direction. Comme dans l'exemple précédent où votre conjoint bavardait avec un voisin par-dessus la clôture, il est possible que vous ayez mal interprété la situation pour des raisons qui vous échappent totalement. C'est là que la confiance est primordiale. Mais une confiance mûre et dramatique. Une personne naïve fait confiance parce qu'elle est convaincue que les gens sont fondamentalement dignes de confiance. Mais tous ceux qui ont réellement vécu ont trahi ou l'ont été. Quelqu'un qui a de l'expérience sait que les autres sont capables de tromperie et prêts à tromper. Ce savoir est porteur d'un pessimisme sans doute justifié envers la nature humaine, mais il ouvre également la porte à un autre genre de confiance. Une confiance fondée sur le courage plutôt que sur la naïveté. Je te ferai confiance, je te tendrai la main, malgré le risque de trahison, parce qu'il est possible, grâce à cette confiance, de faire ressortir le meilleur de toi, et peut-être de moi. Je vais donc accepter de courir ce risque conséquent et ouvrir la porte à la coopération et à la négociation. Si tu me trahis, d'une façon pas trop inexcusable, à condition, disons, d'excuses sincères et d'une certaine contrition de ta part, je suis prêt à continuer à te tendre la main. Et ce faisant, je vais te dire ce que je ressens. Cet acte nécessite une grande humilité. Dans l'idéal, je ne dirais pas « tu m'as délaissé ces derniers temps », je dirais plutôt « je me sens isolé, seul
et blessé. Je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression que ces derniers mois, tu as été moins attentif envers moi que je l'aurais souhaité, ou qu'il aurait été nécessaire pour notre couple. Mais je ne sais pas si je l'imagine simplement parce que je suis contrarié, ou si je vois vraiment ce qui est en train de se passer. Ce dernier point permet de faire passer le message tout en évitant de prendre une posture accusatoire que nous avons déjà décrite comme la première défense contre une discussion sérieuse qui va au fond des choses. Il est très possible que vous vous soyez trompé sur ce qui vous a mis dans cet état. Si c'est le cas, il faut que vous le sachiez parce qu'il n'y a aucun intérêt à propager des erreurs qui vous font souffrir, vous et d'autres, et parasitent votre avenir. Mieux vaut découvrir la vérité, dissiper le brouillard, et voir si les objets pointus que vous redoutiez sont réels ou fantasmés. Le risque existe que certains d'entre eux soient réels, mais mieux vaut les voir que de les imaginer dissimulés dans le brouillard, parce que vous pourrez plus facilement éviter les dangers que vous acceptez de voir. Événements et souvenirs. Les événements tels qu'ils se déroulent sous nos yeux ne nous informent pas seulement de la raison pour laquelle ils se produisent, et nous ne nous souvenons pas du passé dans le seul but de consigner, objectivement, des situations et des événements délimités et parfaitement définis. C'est impossible de toute façon. Dans notre vécu, l'information est latente, telle de l'or dans du minerai, comme nous l'avons vu dans la règle 2, et doit être extraite et raffinée au prix de grands efforts, et souvent en collaboration avec d'autres personnes, avant de pouvoir être utilisée pour améliorer le présent et l'avenir. Nous nous servons efficacement du passé quand il nous aide à reproduire des expériences désirables et à éviter de répéter les plus indésirables. Nous souhaitons savoir ce qui s'est passé, mais surtout, nous voulons savoir pourquoi. Pourquoi, c'est la sagesse. Pourquoi nous permet d'éviter de refaire sans cesse les mêmes erreurs et, avec un peu de chance, de reproduire nos réussites. Il est difficile d'extraire des informations utiles de son passé. Il faut être extrêmement motivé. Il faut faire mieux les choses, pas moins bien, pour le faire correctement. Il faut avoir la volonté d'affronter ses erreurs franchement et de déterminer à quel point et pour quelles raisons on s'est éloigné du bon chemin. Il faut être ouvert au changement, qui est presque toujours impossible à distinguer de la décision de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, à une idée. Par conséquent, la réponse la plus simple que l'on puisse imaginer consiste à détourner le regard et à refuser de réfléchir tout en érigeant des obstacles insurmontables à une véritable communication. Malheureusement, à long terme, cet aveuglement volontaire fait de votre existence un chemin trouble et brumeux, vide, sans visibilité, sans forme